Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie. Dans le programme du soir sur New World Info, nous commençons avec le décryptage de l'actualité. Ce jour, nous allons parler de la Libye, évoquer cette conférence de Berlin pour stabiliser un fragile cessez-le-feu. Nous évoquons le sujet avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Un accord international annoncé à Berlin, un accord qui offre un cadre aux efforts de pacification de la Libye, mais la précarité du cessez-le-feu entre Tripoli et les forces du maréchal Haftar et plus largement les divisions profondes dans le pays rendent l'issue très incertaine. Le flou qui entoure les résultats de la conférence de Berlin est accentué par le mutisme des deux principaux protagonistes, le gouvernement d'union nationale et le maréchal Haftar basé dans l'est du pays. Les armes ont à l'inverse continué de parler par intermittence au sud de Tripoli dans la nuit de dimanche à lundi. Mamadou Diouf, dans ce conflit libyen, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'entre les deux belligérants, surtout le maréchal Haftar, il y a véritablement volonté d'aller à une véritable paix? On ne peut pas dire qu'il y a une volonté d'aller à une véritable paix, puisque avant la conférence, on a vu chacun des deux belligérants aller faire d'abord le tour de ses alliés, certainement pour prendre des avis, mais pour également renforcer sa position. On a surtout vu le maréchal Haftar jouer à un jeu qui a consisté au niveau de la Russie à dire « je prends 48 heures de réflexion » avant de signer le cessez-le-feu qui a été proposé par la Russie et la Turquie. Après, la Grèce nous a dit que Haftar va signer. Après, c'est le ministre allemand des Affaires étrangères qui avait dit que Haftar va signer pendant ce sommet. Et au résultat, Haftar n'a rien signé, de sorte que même quand on dit cessez-le-feu, c'est un abus de langage parce que c'est juste une trêve qui avait été obtenue grâce à l'appui de la Russie et de la Turquie. Et c'est cette trêve qu'on voulait transformer en cessez-le-feu au niveau de Berlin en amenant les deux belligérants à signer. Jusqu'à aujourd'hui, c'est Sarraj seulement qui avait signé au niveau de la Russie. Haftar n'a pas encore signé ce cessez-le-feu. Dans ce cas, est-ce qu'on peut dire que c'est Haftar le problème aujourd'hui? C'est lui le problème depuis toujours, parce que faut pas qu'on mélange les pédales pour rien. Dans le conflit libyen, il y a un gouvernement qui est considéré comme un gouvernement officiel, reconnu par l'ONU, reconnu par l'Union africaine, reconnu par l'Union européenne. C'est par la suite, quand Haftar s'est mis à conquérir un certain nombre de zones, que d'un point de vue géographique, Haftar s'est retrouvé avec 80% du territoire libyen. Il a vaincu les terroristes dans certaines zones. Il a les zones où se trouve la plus grande partie du pétrole. Certains qui disent qu'ils n'ont pas d'amis, mais ils n'ont que des intérêts, ont commencé à revoir leur position par rapport à Haftar, parce qu'il était, entre guillemets, dans la partie, si je peux le dire ainsi, la plus utile de la Libye pour ces étrangers qui, pour la Libye, s'intéressent particulièrement au pétrole et au gaz. Et c'est là où on a commencé à voir des positions ambiguës, où les gens disent on soutient le gouvernement officiel de Sarraj, et en même temps, on voit ces gens en train d'avoir des relations avec Haftar. On a vu l'Union africaine soutenir officiellement le gouvernement officiel. Le président actuel de l'Union africaine, qui va bientôt céder la place, l'Égyptien, est un soutien sans faille du maréchal Haftar. Ça fait qu'effectivement, finalement, on se retrouvait difficilement dans ce jeu où ceux qui sont concernés, Haftar et Sarraj, refusent de se rencontrer. Ceux qui sont derrière, parce qu'il y a véritablement des gens qui sont derrière, on se pose la question, est-ce que c'est eux qui sont à l'origine? Est-ce qu'en réalité, ils font la pression qu'il faut ou pas? On n'a pas encore la réponse véritable. Vous l'avez dit tantôt, Sarraj a signé le cessez-le-feu proposé par la Russie. Qu'est-ce qui gêne tant Haftar dans ce cessez-le-feu? C'est que dans une négociation officielle, Haftar est dans une position de rebelle, bien que c'est lui qui a la plus grande partie du territoire libyen. Puisque pendant longtemps, au niveau de l'Union européenne, ça avait créé des difficultés, puisque la position officielle de l'Union européenne, c'est de soutenir le gouvernement, qui est le gouvernement de l'Union nationale, bien que la France, la Grèce sont des soutiens du maréchal Haftar. Ça crée un problème, parce que si Haftar vient dans un espace officiel, Haftar est le rebelle, Sarraj est celui qui est officiel. À la limite, on ne devrait pas les recevoir de la même
façon. C'est ça qui avait posé problème quand Haftar avait été reçu en France. Le gouvernement d'union nationale avait vraiment fait, j'allais dire, une prise de bec avec la France en disant mais c'est quoi finalement la position de la France? Et Le Drian avait répondu en disant que la France parle aux deux parties en se rendant compte qu'effectivement on a reçu Haftar comme un chef d'État à la limite, alors que la France reconnaît plutôt le gouvernement d'union nationale. Donc il y a encore cette difficulté avec ces positions doubles au niveau de certains États pour des raisons d'intérêt, des soutiens sans faille d'un certain nombre également d'États pour une partie ou bien pour une autre, et tout cela rend j'allais dire, ce feuilleton libyen extrêmement compliqué. On le sait, dans ce conflit, la Russie est du côté du maréchal Haftar et c'est cette même Russie qui a négocié ce cessez-le-feu. Alors comment se fait-il que Haftar ne respecte pas un cessez-le-feu négocié par son allié? En fait, la Russie n'est pas le seul allié. Haftar a avec lui la Russie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. C'est pas le seul allié et très certainement, tout ce groupe ne pense pas de la même façon. D'autant plus que quand vous prenez le groupe, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite sont prêts par la Libye interposée à affronter la Turquie. Parce que la Turquie est leur adversaire au niveau du Qatar. Quand ils ont mis le Qatar sous embargo, c'est la Turquie qui a cassé l'embargo. Il y a un autre conflit également entre Turcs et Saoudiens par rapport au leadership dans le monde musulman. Donc ils se retrouvent dans l'espace libyen, c'est vrai, mais ils se retrouvent dans l'espace libyen en ayant un autre conflit entre eux qu'on risque de régler par Libyens interposés. Ça fait qu'effectivement, la position de la Russie seule ne va pas suffire, d'autant que les Russes viennent d'arriver. L'Égypte, l'Arabie Saoudite ont soutenu Haftar depuis fort longtemps. Les Russes sont arrivés il n'y a pas longtemps dans leur soutien par rapport au maréchal Haftar. Ça fait que la pression de la Russie seule, certainement, ne va pas suffire. Et quand Haftar a dit qu'il va aller réfléchir, certainement, il fallait également prendre l'avis de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte et des Émirats Arabes Unis avant de dire quelque chose pour le cessez-le-feu. Pourquoi aujourd'hui l'Allemagne s'invite dans le jeu? En fait, l'Allemagne s'invite dans le jeu parce que on est en face d'échecs répétés. La Russie, quoi qu'on dise, n'a pas donné un grand résultat. Ça a été une trêve, on n'a pas eu de poignée de main, on n'a pas eu la signature des deux belligérants. Avant la Russie, il y a eu Paris en 2017. L'Italie également avait essayé à Palerme en 2018. L'Allemagne même au départ allait faire une conférence de Berlin comme celle de 1885. Parce qu'au départ, il n'était pas prévu que des Libyens participent à la rencontre. C'est par la suite quand les gens ont dit mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on va régler le problème des gens? Et les principaux concernés eux-mêmes ne sont pas présents, puisqu'au départ, on convoquait les pays, mais sans les Libyens, sans les deux belligérants. C'est par la suite qu'on a modifié la donne. L'Allemagne se rend compte qu'au niveau de l'Union européenne, les positions sont divergentes. Angela Merkel a voulu prendre une initiative en y associant l'ONU, l'Union africaine, la Ligue arabe, puisque toutes ces organisations étaient concernées par la rencontre de Berlin. Mais malheureusement, la rencontre de Berlin n'a pas été très loin de la rencontre au niveau de la Russie. Les deux principaux responsables ne se sont pas rencontrés. On espérait même une poignée de main. Rien de cela n'a eu lieu. Alors, il y a quand même un motif de satisfaction pour l'ONU à l'issue de cette rencontre de Berlin. C'est qu'il a été décidé la formation d'une commission militaire mixte de 10 officiers. Ça, c'est à saluer? Oui, c'est à saluer puisque, à défaut de faire en sorte que les deux principaux responsables se rencontrent, il est bon qu'on prenne des seconds couteaux, qu'on essaie de voir comment aplanir les choses. Parce que quand on a posé la question à Angela Merkel, sa réponse a été très claire. Elle dit que les positions sont tellement tranchées et tellement éloignées qu'il était inutile d'essayer de mettre les deux belligérants ensemble autour d'une table. Ce qui veut dire qu'il y a encore du travail à faire. Et certainement, c'est ce travail qu'on veut faire en demandant à Haftar d'envoyer 5 personnes, à Sarraj d'envoyer 5 personnes. Peut-être avec ces 5 personnes, on finira par avoir un mémorandum, un texte, à partir duquel on aura très certainement au moins un certain nombre d'accords qui vont pouvoir permettre qu'on mette les deux ensemble autour d'une table pour au moins signer ces accords et penser qu'on a un pas vers ce que le sommet propose. Une solution politique, pas une solution
militaire. Mais quand on regarde aussi très bien sur le terrain ce qui se passe, on a comme l'impression que Sarraj perd du terrain. Oui, ils ont perdu du terrain parce que tout récemment, Haftar a pris Sirte, qui faisait partie du gouvernement d'union nationale, c'était la ville de Kadhafi. Mais à part Sirte, les données n'ont pas véritablement changé. Au contraire, Sarraj est en train de se renforcer avec la venue de miliciens syriens par l'intermédiaire de la Turquie et l'arrivée également des forces turques. Et la position de Haftar aujourd'hui, la radicalisation, c'est ça. Parce que Haftar était sûr qu'avec ce qu'il a, il peut prendre Tripoli. C'est peut-être quelle stratégie, comment éviter les morts des civils, etc. Quelle réaction la communauté internationale va avoir. Mais avec cette intervention de la Turquie, la prise de Tripoli deviendra beaucoup plus compliquée puisque la Turquie a été très claire. La Turquie vient pour soutenir le gouvernement d'union nationale et les Turcs sont prêts à descendre sur le terrain, pas seulement à livrer des armes. Alors, on voit des tentatives de résolution du conflit libyen, que ce soit de la part de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, de la Russie. Que tentent les Libyens eux-mêmes? Malheureusement, ils n'ont pas tenté grand-chose parce que la Libye était dirigée par un homme, c'était Kadhafi. Et je me rappelle encore ce que beaucoup de présidents avaient dit, parmi lesquels le président guinéen également. Il avait dit carrément aux gens, Alpha Condé, attendez, n'attaquez pas la Libye, ce serait une erreur. Si vous enlevez Kadhafi, il y aura des problèmes pour gérer ce pays. Et d'ailleurs, il n'était pas le seul à l'avoir dit. Tous qui connaissaient la Libye avaient dit, attendez, vous allez créer le chaos. Parce que tout le monde savait que Kadhafi gérait en jouant également sur des divisions existantes entre Benghazi, Tripoli, un problème qui était là, qui n'avait même pas été réglé par la colonisation italienne. Et ceux qui connaissent bien cette histoire de la Libye savaient que le départ de Kadhafi allait créer d'énormes difficultés. Malheureusement, les gens n'ont pas voulu en tenir compte. Ça fait que Kadhafi est parti. Vous n'avez pas une société civile, vous n'avez pas des partis politiques, vous n'avez pas quelque chose sur quoi les Libyens eux-mêmes peuvent s'asseoir pour dire voilà ce que nous proposons comme solution par rapport à notre problème. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons partir pour un moment de pause et le temps de recevoir l'invité de ce jour.